Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le procès en appel de Khalifa Sall et compagnie renvoyé au 9 juillet prochain. Une décision de la Cour qui n'est pas du goût des avocats de la défense. 3 semaines après la mort de l'étudiant Fallossen, l'UGB reprend peu à peu du poil de la bête. L'administration a repris le travail. Par contre, les étudiants refusent toujours de regagner les amphithéâtres. Célébration de la journée mondiale de l'environnement ce mardi à Hambourg. Le conservateur de l'aire marine protégée tire la sonnette d'alarme. Les sachets plastiques participent à la baisse du tourisme en détruisant les plages et la mangrove. Et puis à suivre la page des sports dans cette édition, il sera question des Lions du Sénégal avec un focus sur le poste de gardien de but. On parlera également de l'US Ouakam relégué en Ligue 2 sénégalaise. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le procès de Khalifa Sall et compagnie renvoyé au 9 juillet prochain. Une décision de la Cour à la demande du préfet, du parquet général plutôt, ce qui n'est pas du goût de la défense qui voulait on renvoie jusqu'en fin novembre. Les avocats de l'État par contre parlent de dilatoire. Les détails dans cet élément signés Chérif Dia et Gafaraba. La défense voulait plus de temps. Mais le président de la Cour d'appel Demba Kandji dit niet et accède plutôt à la requête du parquet général représenté par son chef, Lassana Diaby. Nous considérons que la date de renvoi est très courte. Nous aurions souhaité que le renvoi soit plus long, c'est-à-dire que le procès soit renvoyé jusqu'à fin novembre. Parce que dans cette affaire, M. Khalifa Sall, que nous défendons, et ses co-prévenus sont condamnés à de lourdes peines. Et par conséquent, il y va de leur intérêt d'être bien défendus et d'être jugés dans le cadre d'un procès équitable. Et un procès équitable suppose que le prévenu et la défense puissent bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour se préparer. Suppose également qu'ils puissent faire citer tous leurs témoins à décharge. Déception aussi des avocats de l'État qui réclamaient plutôt un procès séance tenante. Que la Cour a été claire, le dossier est en état de recevoir décision. Donc en fait, si le dossier est en état, en fait rien n'empêchait la Cour de retenir le dossier aujourd'hui. Et nous, en tant qu'avocats de l'État du Sénégal, nous nous sommes opposés à cette demande de renvoi. Nous sommes opposés au renvoi de cette affaire-là. Parce que nous estimons que c'est un dossier qui est en état d'être jugé même aujourd'hui. Mais bon, en fait, on veut faire du dilatoire en réalité. En demandant le renvoi au mois de novembre, c'est du dilatoire, purement et simplement. Les prévenus étaient bien là. Khalifa Sall, vêtu de blanc comme à son habitude, à ses côtés, Mbaye Touré et Yaya Bodian. Les autres ayant comparu libres. Il s'agit de Ibrahima Yadma Diaw, Amadou Makhtar Diouf, Fatou Traoré et les 2 percepteurs, Mamadou Makhtar Bokoum et Ibrahima Traoré. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le rectorat et le CROUS fonctionnent au ralenti 3 semaines après l'assassinat de l'étudiant Fallossen. Même si les étudiants refusent toujours de regagner les amphithéâtres, l'administration a repris le travail. Les détails dans cette correspondance signée Ousseinou Diop et Habib Sek. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le travail a repris. Toutefois, beaucoup de bureaux sont fermés depuis les événements malheureux du 15 mai dernier. À la direction de l'insertion, de l'innovation, de la prospective et des services à la communauté, les menuisiers accélèrent les travaux. Dans cette direction, tout a été détruit ou emporté par les casseurs. Malgré tout, le travail a repris, mais se fait encore au ralenti. On récupère ce qui est récupérable. Malheureusement, on a beaucoup perdu. Mais quand même, il y a des papiers qui restent, il y a un peu de paperasse. Donc c'est ça qu'on est en train d'arranger au moins pour avoir une documentation ou bien des archives qui restent. Mais des événements, le CROUS a effectivement repris les différentes missions. Par exemple, nous nous sommes rencontrés au niveau quelque part pour faire la situation exhaustive
à la suite des directives qui ont été données, nous avons repris certains services tels que la restauration qui ne s'est jamais arrêtée, le nettoiement et effectivement certains services administratifs du CROUS. Même constat au Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Les ordinateurs, les tables de bureau et chaises calcinées sont rangés derrière la direction. Ici également, les ouvriers sont en action. Donc les menuisiers sont en train de refaire les portes et d'installer des naveaux. Au niveau de la direction, il y a certains effectivement documents qui ont été repris et ce qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre cette situation. Dans tous les services, le démarrage est effectif, mais les étudiants, eux, campent toujours sur leur position. L'assistant en chef du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis les appelle à regagner les amphithéâtres. Le message que, en tout cas, moi, je peux donner aux étudiants, c'est de reprendre les amphis. Parce qu'au niveau du CROUS, le CROUS, quelle que puisse être la situation, ne peut en tout cas que remplir ces différentes missions-là auprès des étudiants. Au rectorat et au CROUS, le travail a déjà repris. Reste maintenant à savoir à quand le retour des étudiants qui observent toujours une grève illimitée. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal, la journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui, occasion pour nous d'aborder la question du triage des déchets au Sénégal. Ce n'est pas encore une priorité dans les ménages. Les acteurs de l'environnement invitent les Sénégalais à en prendre en compte cet aspect, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Khadim Sissé. Dans cette poubelle, beaucoup de déchets plastiques. Au Sénégal, le tri des ordures ne fait pas partie des priorités de la population. Peu de ménages disposent de plus de 2 poubelles répondant aux normes pour la collecte sélective. Non, pas tout le temps, parce que des fois, moi, je sors, c'est la bonne qui s'en charge, mais j'ai l'impression que chaque fois, elle mélange tout. Ce qui peut rendre des fois difficile le travail des éboueurs. Il y a certaines personnes qui ne trient pas leurs ordures. Nous, si on tombe sur quelques déchets qui nous intéressent, comme des bouteilles et autres, on les prend et on les garde. Et pourtant, le fait de trier les déchets peut faire l'affaire de certains Sénégalais. Notre rôle, c'est de récupérer tout ce qui est déchets plastiques que nous transformons en des produits finis. Comme vous voyez, il y a les corbeilles, les poubelles, les sachets de poubelle, les pelles, etc. Tout le monde sait que le plastique est issu du pétrole. Donc aujourd'hui, toutes les expériences qui sont en train de se faire en France, en Europe depuis 2016, vont dans ce sens. Au Sénégal, nous n'avons pas encore ces moyens. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de déclencher des politiques citoyennes comme nationales, dans le sens de trier au moins. Ces acteurs de l'environnement invitent les populations à revoir leur comportement. La collecte non sélective des déchets est source de pollution visuelle. Cela peut même être à l'origine de maladies liées à l'insalubrité. La journée mondiale de l'environnement célébrée à Palmarin, les sachets plastiques participent à la baisse du tourisme au Sénégal en détruisant les plages et la mangrove. Selon le conservateur de l'aire marine protégée de Sangomar, Moustapha Sis, qui estime aussi que ces déchets impactent négativement sur plus de 260 espèces en mer. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Abdourahmane Diallo. Qui connaît le delta du Saloum parle d'écotourisme. Qui connaît le delta du Saloum parle de biodiversité marine. Or, nous avons vu tout à l'heure les impacts négatifs, très négatifs, de ces sachets plastiques, des déchets plastiques de manière générale, sur le tourisme. Parce que, vous le savez tous, les déchets plastiques qui jouxtent nos plages, qui jouxtent la mangrove, ne contribuent pas à améliorer l'attractivité touristique. Donc il est temps vraiment, ne serait-ce que pour favoriser le tourisme, promouvoir le tourisme durable, de lutter contre ces déchets plastiques. Mais également, est une zone à écosystème particulier, exceptionnel. D'ailleurs, c'est une réserve de biosphère du delta du Saloum, un site du patrimoine mondial et un site Ramsar. Et notre mission première en tant que conservateur, c'est la conservation de la biodiversité. Et vous l'avez vu tout à l'heure, chaque année, plus de 13 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent en mer. Et ces déchets plastiques en mer ont des conséquences extraordinaires. C'est plus de 260 espèces qui sont victimes chaque année de ces déchets plastiques. Donc pour ces deux raisons, nous avons jugé donc nécessaire de célébrer cette manifestation
grâce à l'appui de nos partenaires infatigables. Je veux nommer le programme de microfinancement du FEM, mais aussi Wetland International. Puis Dakar est une ville polluée. Le laboratoire physique de l'atmosphère de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar confirme cette hypothèse dans cette station qui mesure la qualité de l'air, une des rares en Afrique. On s'active quotidiennement autour de la question de l'air. Compte tenu de la pollution de l'air, donc les spécialistes parlent d'une urgence sanitaire au même titre que d'autres catastrophes. Un sujet signé Ibou Diouf et Demandao. De l'air pur, nous en avons tous besoin. Le paradoxe est que l'humain contribue à la pollution de l'air. Au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, l'atmosphère accuse un sacré coup. Dakar est quand même une ville assez polluée. D'ailleurs, il y a une petite polémique qui est venue il y a 2 semaines des RFI qui disent que Dakar est la deuxième ville la plus polluée au monde. C'est vrai que ce n'est pas vrai parce que Dakar, c'est la ville où on fait des mesures. Parce que dans beaucoup de villes au monde, et en Afrique, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de centre de gestion de la qualité de l'air dans beaucoup de villes en Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'à Dakar qu'on trouve des stations qui mesurent la qualité de l'air de façon journalière et même horaire. Les spécialistes parlent d'une urgence sanitaire au même titre que d'autres catastrophes. On peut noter 2 paramètres. Il y a le paramètre qui est dû à la pollution naturelle. Cette pollution naturelle est due aux poussières désertiques qui nous viennent du Sahara, qui durant toute l'année et qui polluent notre atmosphère. Donc c'est une pollution naturelle qui est due à la circulation générale et tout ce qui vient avec. Après, il y a un deuxième type de pollution, c'est la pollution due au anthropique, ce qu'on a dit qui est due à l'homme. C'est la pollution due aux voitures, à l'industrie, etc. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on veille au grain. Le laboratoire de physique et de l'atmosphère mesure la qualité de l'air. Les conséquences sont nombreuses. Par exemple, quand on regarde les travaux qu'ont fait les médecins, on s'est rendu compte que durant ces dernières années, on a des cas d'asthme, des maladies respiratoires qui augmentent de plus en plus dans la ville de Dakar. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai discuté avec les gens de l'hôpital de Fan qui me disaient qu'ils se rendent compte qu'on trouve de plus en plus de gens qui sont non-fumeurs et qui ont des cancers de poumons. Comment faire pour limiter les dégâts? Une interrogation de taille. Dès lors, la question de la qualité de l'air devient quelque chose de non négociable. Pour mieux faire, il faut prendre je pense que le Sénégal a fait un pas. La première chose, c'est de savoir, c'est de faire les mesures. Et les mesures sont faites et sont en train d'être faites au jour le jour par un centre de gestion de la qualité de l'air. Ça, c'est un premier pas. La deuxième chose, maintenant, c'est qu'il faut réguler derrière. Comment il faut réguler? En essayant de réguler par rapport aux voitures. Parce qu'on a des voitures, par exemple les cars rapides, les Ndagandjaï, qui ont plus de 20 ans et qui polluent énormément. Il y a un autre problème, c'est l'entrée depuis quelques années dans la circulation dakaroise de plus en plus de motos qui sont énormément polluants. En attendant la vraie solution, l'atmosphère reste chargée de gaz et de particules fines, de la poussière aussi. Autant de substances rejetées dans l'atmosphère par les industries, les véhicules et les humains. Ibrahim Diouf, parcelle assainie, unité 3 de Keur-Massar. Les inondations hantent le sommeil des populations cette veille d'hivernage. Elles dénoncent une fuite de responsabilité de la SNHLM et de l'État du Sénégal qui n'ont pas respecté leur engagement. Ces populations étaient en sit-in ce matin. Elhaji Daoudambay, le délégué de quartier de unité 3 Keur-Massar, donc je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Où se situe viabilisé, où se situe urbanisé. On est là depuis 2007, mais on a galéré parce qu'on n'avait trouvé ni eau ni électricité. Et pire, même si ces problèmes maintenant sont réglés, l'assainissement demeure. L'eau qui reste sans l'apport des sapeurs-pompiers, l'eau y restera pour toujours. Il n'y a pas de canal. Aucun canal n'existe au niveau de ces parcelles assainies. Vous avez bien vu la route qui sépare l'unité 3 et l'unité 4, séparant aussi l'unité 5 et l'unité 6, pose de sérieux problèmes. C'est une route impraticable. Et pourtant, vous avez vu, ça, c'est un document qui a été publié le 8 août 2016. On a fait plusieurs démarches au niveau des autorités. Depuis 2012, on est sur cette question pour que des mesures urgentes soient prises. Premièrement,
le curage immédiat du déversoir OH3 qui se trouve au niveau de Camille Basse. Deuxièmement, la mise à la disposition de 3 électropompes submersibles de 3 m3/h. Quatrièmement, l'exécution du marché relatif à la réfection de cette route. Quatrièmement, l'intégration immédiate de notre unité, de notre zone, dans la phase d'urgence du programme décennal de lutte contre les inondations. Cinquièmement, l'édification du dit projet structurant dont on ne voit jusqu'ici le bout du tunnel. Et puis Dakar s'est réveillé ce matin avec quelques gouttes de pluie, des pluies hors saison, dues certainement à l'influence d'un air frais venant d'Europe, de l'avis de la météo sénégalaise. Les détails avec Fatou Bintou Kanté et Tierno Laurent Mendy. Mardi matin, Dakar et ses environs ont enregistré de fines gouttelettes de pluie. Cela est dû, selon la météo, à l'influence d'un air frais. Tu prends Daniel, de fines gouttelettes de pluie. Non. Qui sont tombées sur Dakar. Pas seulement à Dakar. Sur l'axe Dakar-Saint-Louis. Donc tout le littoral nord apparemment a été sous l'influence d'un air frais qui provient du Maroc et des régions tempérées. Ces fines pluies n'ont rien à voir avec l'annonce d'un début d'hivernage, fait savoir cet ingénieur prévisionniste. C'est des pluies qui sont typiquement de la période sèche, donc des pluies hors saison. Et que là, les pluies d'hivernage viennent souvent du sud du pays, donc de la Guinée, des pays du Golfe de Guinée, et que ça remonte progressivement pour toucher tout le Sahel. Pape Ngourdiaye revient encore sur la fraîcheur notée à Dakar jusqu'à présent. Il explique que cela est dû aux vagues de froid venant de l'Hexagone. Cette année, on a remarqué que la fraîcheur est restée là, donc pendant un bon bout de temps, jusqu'à pratiquement début juin. Donc ce qui n'est pas habituel quand même, il faut le dire. À pareille période, on remarquait déjà une hausse des températures, donc ce qui est assez normal. Maintenant là, ce qui l'explique, c'est que là, on a toujours des vagues de froid qui se succèdent en Europe. Et que d'habitude, dans ce cas-là, ces vagues de froid ont tendance à influencer les zones tropicales, notamment les côtes ouest africaines, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Donc on est toujours sous l'influence de ces vagues de froid qui défilent en Europe. Ces temps-ci, le climat de Kawa est des plus beaux. En plus de la fraîcheur qui continue de s'installer jusqu'à présent, la pluie est venue s'inviter à ce joli décor. Nous nous intéressons à présent aux allergies chez les enfants à bas âge en période de pré-hivernage. Beaucoup d'enfants en souffrent en tour au centre de santé de Liberté 6 de Dakar. Avec l'aide du docteur Diop, nous a permis d'identifier les facteurs responsables de cette affection. Aïssa Toupaï. C'est juste une réponse immunitaire de l'organisme par rapport à un agent. Cet agent peut être intérieur ou bien extérieur, le plus souvent extérieur. Autre définition, réaction anormale, excessive et différente au contact d'allergènes, des substances que les enfants peuvent respirer, avaler ou même toucher. Les causes sont nombreuses, les manifestations différentes, allergie cutanée, écoulement du nez, larmoiement, entre autres. Pour prévenir ces affections, Dr Diop préconise un diagnostic précoce. Parfois, on peut, si on n'est pas trop sûr de tous les produits auxquels nous sommes allergiques, on peut aller voir le spécialiste. Il y a des tests qu'on fait à l'hôpital qui peuvent déterminer avec exactitude les allergènes qu'il faut éviter. Sans oublier le rôle des parents. Parfois dans les maisons, il y a les moquettes qu'on ne nettoie pas assez, la clim où on ne nettoie pas assez souvent les filtres. Outre l'environnement proche, il existe des facteurs externes. Parfois aussi, ça peut être juste l'air ou bien la période où nous nous trouvons. La pollution, on sort de Dakar actuellement, vous voyez les embouteillages monstres. Il y a beaucoup de fumée. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent contribuer à déclencher l'allergie chez une personne. Les enfants sont de plus en plus concernés par ces allergies. À souligner que les enfants nés de parents allergiques ont au moins 50% de risque de plus que les autres de les développer.
Nous parlons à présent de tout à fait autre chose avec les journées européennes de développement qui ont démarré ce mardi à Bruxelles. La cérémonie d'ouverture a enregistré d'éminentes personnalités comme Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, les reines de Belgique et d'Espagne, les présidents Paul Kagame Kaboré du Burkina Faso, Mamadou Issoufou du Niger et George Weah du Libéria. Tous se sont convaincus de la nécessité de changer la situation des femmes et des filles pour asseoir un développement durable. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Daniel Diouf. Cette 12e édition, principalement marquée par une plaidoirie en faveur des femmes et des filles. D'abord avec la reine de Belgique préoccupée par la santé mentale. Un des aspects les plus négligés et pourtant crucial. Elles sont plus de 650 millions de femmes affectées selon elle. Pour cause, les inégalités, la pauvreté, la violence, la stigmatisation dont elles sont victimes. Au rang des chefs d'État, le président Paul Kagame du Rwanda qui s'offusque de l'excès des privilèges accordés aux hommes dans le milieu du travail. Selon lui, l'insuffisance des revenus installe la jante féminine dans la dépendance. Et si la femme travaille, elle doit fournir 4 fois plus d'efforts que l'homme. Autre intervenante à la cérémonie d'ouverture, Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, elle considère la violence faite aux femmes comme une pandémie. Angélique Kidjo, révoltée par les montagnes d'argent investies en Afrique sans résultat. Pour la chanteuse béninoise, le problème ne se résume pas au business. Il faut surtout respecter les personnes, les femmes et les filles en particulier. Elle estime qu'il y a lieu de conjuguer les ressources, coopérer avec les populations locales. 3 femmes sur 4 sont des pauvres au Niger, souligne le président Mahamadou Issoufou. Last but not least, mettre fin à la rhétorique, précise le Premier ministre de la Norvège. Ou alors continuer à travailler ensemble, à écouter la nouvelle Afrique qui est incarnée aujourd'hui par nos dirigeants ici présents. Je veux citer le président Kagame, je veux citer le président Kaboré, je veux citer le président Issoufou, le président George Weah et d'autres, Macky Sall, d'autres, qui incarnent aujourd'hui cette nouvelle Afrique, qui n'est pas l'Afrique de 1960. Comme Angélique l'a dit, nous diminuons les paroles, action. Merci à vous, Daniel Diouf. Parlons à présent du livre du chef de l'État Macky Sall. Quelques jours après sa parution, attire-t-il vraiment la clientèle dans les librairies? Intéresse-t-il les Sénégalais? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Gervais Yao. Dans cette librairie, vous n'avez qu'à faire quelques pas et tomber sur le livre du président Macky Sall. 5 à 6 bouquins disposés dans les rayons pour attirer l'œil du visiteur. Ce monsieur, originaire du Cameroun, s'intéresse aux affaires de la République. Le fait d'écrire, c'est sur son bilan, c'est extrêmement positif et même peut-être un engagement très profond, parce que quand on n'a pas envie de cette fonction, on ne fait rien, on s'amuse, on vient, on dit « Ah, je suis arrivé par hasard et puis bon, je continue mon chemin », n'est-ce pas? Mais quand on écrit, ça veut dire qu'effectivement, on est imprégné de cette fonction et qu'on a cette lourde responsabilité qu'on veut bien assumer. Le livre suscite envie et intérêt. Il est aussi un objet de curiosité pour certains. Ils viennent par curiosité d'abord. Et puis bon voilà, puis il y a d'autres aussi qui ont entendu parler du livre il y a un bout de temps et qui ont commencé à nous appeler bien avant même qu'on ait le livre. Peut-être une vingtaine. Hein. Il y a d'autres qui envoient des gens venir prendre par 3, par 4. Comme mon collègue disait tout à l'heure, Sen Mouroukara, le marabout, a envoyé des gens venir prendre. Et bon voilà, il y a des gens qui viennent, bon voilà, des anonymes, de la curiosité des étudiants surtout. Pour Ibrahima Bader, la librairie va écouler le stock. Beaucoup de gens ne savent pas que le livre est déjà disponible chez nous. Bon, avec votre biais, bon, on pense que bon, voilà, le livre est là. Là, on attend les derniers tomes, parce que là, on a déjà le premier qui est là. Donc, on pense que d'ici la semaine prochaine, on va attaquer le deuxième volet. Le tome 1, déjà dans les rayons, en attendant l'arrivée des 3 autres tomes.
La publication de vidéos sur les réseaux sociaux et ses effets pervers, des faits souvent considérés comme de la manipulation avec la diffusion de données à caractère personnel. Du côté de la Commission de la protection des données personnelles, l'on est assailli par les plaintes. Un reportage signé par Faraning et Khadim Sissé. Des vidéos, des messages virulents, un fait récurrent sur les réseaux sociaux. La manœuvre, considérée comme de la manipulation, ne surprend pas les professionnels de la presse en ligne. Maintenant, on est habitué, donc il n'y a pas de quoi être choqué, parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le lit des gens mal intentionnés qui cherchent à détruire ou bien qui cherchent vraiment à saper la crédibilité d'honorables citoyens. Et donc, avant, on parlait de la presse en ligne, mais aujourd'hui, on a vu ce que les réseaux sociaux font, et c'est encore beaucoup plus dangereux parce que tout le monde y a accès. Des informations qui, en un clic, font le tour de la toile et causent très souvent des dégâts. La vidéo ou bien l'image qui est publiée, c'est une donnée à caractère personnel. Aujourd'hui, la donnée à caractère personnel est protégée au Sénégal. Donc, comme vous le savez, avec la loi sur la protection des données personnelles qui date de 2008, qui pose un certain nombre donc, de droits et d'obligations vis-à-vis des gens qui collectent et qui traitent, qui publient des images et des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. L'insécurité sur la toile, une réalité qui rend difficile le combat. Toutefois, des solutions existent. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ce que vous dites ou tout ce que vous ferez pourra être retenu contre vous dans un futur proche ou dans un futur lointain. Qu'on inculque aux citoyens la culture du net, que les gens sachent comment se comporter devant Internet, comment se comporter devant les réseaux sociaux. En 5 ans, pas moins de 163 plaintes ont été déposées auprès des autorités chargées de juguler ce phénomène. Relative à la publication de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux également. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ces plaintes arrivent, la CDP n'est pas spécialement compétente. Donc, nous transmettons le dossier au niveau du procureur ou bien nous collaborons avec la division spéciale de la cybersécurité ou bien la plateforme de recherche de la gendarmerie. Avis aux posteurs mal intentionnés, les délits de diffusion de données à caractère personnel peuvent être sanctionnés par une peine de 5 ans assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA. Ramadan rime souvent avec changement de comportement et d'habitude. Le parcours sportif de la Corniche de Dakar n'a pas dérogé à la règle. Il est très fréquenté pour la plupart le soir et différentes disciplines y sont pratiquées au grand bonheur des habitués des lieux. Nos reporters Modou Diop et Adi Atala y ont effectué un tour. Il était 21 h, mais on se croirait le jour. Des habitués des lieux, pour la plupart, prennent vite d'assaut le parcours sportif de la Corniche. Certains pour se promener. J'ai choisi le mois de Ramadan de faire sport. Bon, parce que j'ai plus de temps, en fait, j'ai plus de temps, bon, j'en profite quoi. Comme vous voyez de l'autre côté là-bas, on peut faire de la muscu comme on veut, les abdos et tout. Donc on a décidé de venir et on le fait tous les jours, presque. D'autres pour une marche ou encore autre chose. Le plus grand nombre profite des équipements installés sur place. On travaille sur l'haltérophile, la gymnastique, les barres fixes, les pompes, l'abdos, du tout quoi en fait. Il y a tout le monde qui est là, il y a toutes les générations en plus et ça nous motive parce qu'à chaque fois qu'on voit les autres qui font mieux que vous, ça vous pousse à faire plus que eux. Même le foot y est pratiqué. Parce qu'on jeûne là, bon, le matin on a l'habitude de rester à la maison, de faire des exercices. La nuit on a le temps de s'entraîner, c'est pour cela. Certains habitués, à cause du Ramadan, sont obligés de changer leur horaire de fréquentation des lieux. D'habitude, je faisais deux séances. Le matin, de 6 h du matin à 8 h, on peut dire. Après, je pars au travail. Le Ramadan, on diminue le temps de travail dû à notre santé. Le vendeur de noix de coco est également contraint lui aussi de réadapter ses heures d'activité. On est depuis 6 h, on est à 1 h guddi, ñu ngi fi, jaay bi ñu ngi si toppatoo tuuti rek mais alhamdulilah daal ndax yaa ngi am sa dépense moom alhamdulilah sant yàlla bu baax. 23 h, comme si les occupants s'étaient passé le mot. Ils vident les lieux et laissant quelques-uns arriver tardivement, s'échauffer pour préserver leur santé.
La page de sport de cette édition. Quel numéro 1 dans les cages des Lions du Sénégal, même si des informations font état que ce sera Khadim Ndiaye. Des avis divergent plutôt sur cette question. Un reportage signé Pape Faraning et Gervais Yao. Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis, les 3 gardiens de but sélectionnés pour le mondial, un choix qui ne fait pas l'unanimité. Khadim qui a joué à un haut niveau en Afrique. Les autres ont joué à un degré moindre, quoi. Je ne crois pas. Je pense que cette sélection de gardiens, comme ils ont l'habitude de venir dans la tanière, peut-être que c'est ce qui a été décisif, quoi. C'est une qui était bien parti, mais qui a fait une seule bévue et on l'a mis à la porte. Très bon gardien. C'est pas évident de qu'on te sélectionne dans cette équipe. Donc il y a pas mal de gardiens qui évoluent dans le monde entier. Donc c'est une chance aussi de participer dans la phase finale de la Coupe du Monde. Vraiment, ils sont au top. Il a côtoyé tous les 3 gardiens. L'international sénégalais Pape Seydou Ndiaye recalé en dernière minute leur qualité. Oui, il a tous les astuces pour être numéro 1, même aussi que Khadim Ndiaye aussi. Il l'a montré à travers les éliminatoires et Alfred aussi, il fait de bonnes choses. Pour le poste de titulaire, sur l'ancien sélectionneur des Lions opte pour Khadim Ndiaye. Le gardien de Jaraaf de Dakar rassure. La grosse erreur serait d'enlever Khadim. Khadim qui a pris ses marques, qui joue à un très haut niveau, le championnat d'Afrique des Nations qu'il va faire avec le Oroya, c'est un grand championnat. Il a fait ses preuves ici. Il n'y a pas de problème sur ça, parce que je les connais très bien, ils sont de très bons gardiens, donc je les souhaite de faire une très bonne compétition, Inch'Allah. Le dernier rempart, un poste délicat, même si le gardien de Oroya AC est en pole position devant Abdoulaye Diallo. Mais le dernier mot revient au sélectionneur Aliou Cissé. Faraning, peu de chansons dédiées aux Lions du Sénégal en cette veille de Coupe du Monde. Certaines disent le refuser juste par crainte de porter la poisse. Un reportage signé Habib Faye. Mondial 2018, la prolifération des tubes en l'honneur des Lions ne se fait pas encore sentir. Un mutisme favorisé par la peur de porter la poisse à l'équipe nationale, aux yeux de certains. C'est le fait qu'on est en période de Ramadan. En période de Ramadan, je crois que les artistes sont beaucoup plus mis à leur propre production qu'à des productions pour les Lions. Enfin, aussi, il y a ce facteur qui a créé un climat qui n'encourage pas les artistes. Le public n'était pas chaud à ce que les artistes chantent les Lions. Pourquoi? Parce que ça pourrait leur porter la poisse. Les Lions du Sénégal. Pamadian, jeune chanteur, motive les protégés d'Aliou Cissé dans son nouveau single. Je suis un Lion, je suis un Sénégalais. Il y a mon équipe qui est partie en Coupe du Monde, ce qui m'a fait vraiment une fierté. Donc c'est pour cela que j'ai fait ce morceau. Je ne pense pas que je peux porter la poisse au lion, parce que je suis un lion et je crois qu'à la victoire. Donc je n'ai pas peur qu'on me dise cela, je n'ai pas peur de leur chanter, je n'ai pas peur de participer à la Coupe du Monde. Malgré la période sombre que traverse la musique sénégalaise, principalement le mbalax, Paman tient tout de même à booster la tanière. Et que la musique ne se vend plus. On sait que la musique sénégalaise surtout connaît des difficultés extrêmes d'investissement, de financement, de production, de diffusion, etc. etc. C'est pour leur galvaniser, pour leur motiver, pour leur pousser à nous amener la coupe et je crois en eux. La ferveur et l'enthousiasme notés chez les artistes en 2002 ne sont pas encore au rendez-vous pour Russie 2018. Les artistes, partagés entre crainte
superstition. Et puis une dernière nouvelle sur la Coupe du Monde avec ce coup dur pour la Pologne qui perd son défenseur central Kamil Klik, le monégasque, qui est donc au forfait pour le mondial. L'US Ouakam prête à affronter le Stade de Mbour, match programmé les 7 et 10 juin prochains après 11 mois du drame de Demba Diop. Des rencontres qui ne changeront en rien le sort de ce championnat qui a été déjà scellé. Une descente favorisée par une mauvaise programmation pour certains d'entre eux. C'est ce que nous allons voir donc dans ce sujet signé Mamadou Fall et Gervais Yao. La Ligue a tout fait pour qu'on aille en D2. Les au-dessus, l'attitude de la Ligue, pas du tout facile à cerner pour les Wakamois. Le club mythique du village Lébou, expédié en Ligue 2 à cause d'une mauvaise programmation. On a joué en 4 mois tout le championnat. Parce qu'on a commencé à jouer pratiquement en début février. Là, en mai, juin, 4 mois et demi, Ouakam était obligé par la Ligue de jouer tous ces matchs, tous ces 30 matchs en 4 mois. Ça ne s'est jamais vu. Cette descente aux enfers était programmée pour les eaux. Je le dis, je le clame haut et fort. Malgré la relégation, le président de l'USO se réjouit de l'option prise par le Stade de Mbour. C'est une très bonne chose que le président Salou Sam soit revenu sur sa décision. Bon, parce que s'ils ne jouent pas aussi, bon, ils sont relégués en national. Et ce serait vraiment dommage pour le sport. Ça ne vaut pas le coup, quoi. Ce serait dommage que le Stade de Mbour soit en national. Donc nous on pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. On va jouer ce match-là à huis clos. Attitude qui selon certains est guidée par l'argent. Rien n'a changé sous les cieux pour qu'ils jouent. Sauf que peut-être qu'on leur a donné un peu de sous. À ce titre, je trouve un peu indécent quand même qu'on puisse parler de salaire avec l'argent à la limite macabre. Pour ne pas dire donc, c'est une pique que je lance au président Samb qui est un ami. A rappeler que l'équipe wakamoise a été sanctionnée par la Ligue professionnelle de football suite aux violences constatées lors de la finale de la Ligue en 2017. Intégrée par une décision du TAS, l'USO retrouve le Stade de Mbour 11 mois après le drame. Match prévu les 7 et 10 juin. Le Fall, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.